Dans l'épisode d'aujourd'hui, nous examinons 5 rencontres mortelles avec de grands félins qui ont transformé des activités routinières en cauchemars. D'un agent de sécurité affrontant un tigre de Sibérie massif lors d'une tempête à un instructeur de survie confronté à un prédateur de montagne désespéré. Mais d'abord, nous commençons en Californie où la photo parfaite d'une photographe est devenue sa dernière. C'était le 15 septembre 2016 dans le terrain accidenté de la forêt nationale des Angeles, Californie. Les montagnes de San Gabriel s'étendaient sans fin sous la lumière dorée de l'heure magique. Leur sommet projetait de longues ombres sur les pentes couvertes de chaparral. Un petit point d'arrêt le long de la route de montagne sinueuse offrait aux visiteurs une vue imprenable sur la nature sauvage en contrebas où des buissons denses et des rochers dispersés créaient des cachettes parfaites pour les prédateurs les plus insaisissables de la région. Anna Fox, photographe animalière indépendante de 26 ans, s'était rendue à ce point de vue éloigné avec 2 compagnons de randonnée pour capturer la dernière lumière du jour pour une photographie animalière claire. Connue pour son approche ambitieuse de la capture de la faune californienne, Anna s'était forgé une réputation en photographiant des cerfs et des coyotes dans les forêts nationales de l'État. Ses amis, tous 2 randonneurs du week-end dans la vingtaine, préférèrent la sécurité des sentiers établis et adoptaient une attitude plus prudente face aux rencontres avec la faune. Ils étaient revenus au point de vue principalement pour les vues pittoresques du coucher de soleil. Bien que les départs de sentiers à proximité aient affiché des avertissements concernant l'activité récente des lions de montagne, leur point de départ n'avait aucun signe visible. L'excitation du groupe a culminé lorsqu'ils ont aperçu un grand lion de montagne à environ 30 mètres, se déplaçant entre le chaparral et les affleurements de granit en dessous de la route. Le lion de montagne apparaissait par intermittence à travers les broussailles épaisses, offrant des aperçus fascinants qui ont poussé Anna à saisir son équipement photo. Ses compagnons ont suggéré de rester en sécurité à l'intérieur de leur véhicule avec les fenêtres baissées pour la photographie. Mais le reflet et l'angle du pare-brise rendaient les prises de vue claires presque impossibles. Les pumas sont des prédateurs solitaires et embusqués, actifs principalement à l'aube et au crépuscule. Les mâles adultes pèsent généralement entre 110 et 150 livres et mesurent environ 6,5 à 7,5 pieds de longueur totale. Ils comptent sur un mouvement silencieux et des rafales courtes et puissantes à courte portée, utilisant un saut rapide suivi d'une morsure contrôlante au cou pour neutraliser rapidement leur proie. Alors que la lumière dorée commençait à s'estomper, Anna a pris la décision fatidique de sortir du côté passager du véhicule pour une photographie sans obstruction. Elle est montée sur l'accotement étroit, levant son appareil photo vers l'endroit où le puma avait été vu pour la dernière fois. L'animal s'était déplacé en dessous du niveau de la route, utilisant le drainage naturel et la couverture dense pour masquer son approche. Quelques instants après qu'Anna ait quitté le véhicule, un mouvement dans les buissons indiquait que le prédateur réduisait la distance le long de la route cachée. Les témoins n'ont vu que le mouvement initial dans les buissons avant que le lion ne bondisse vers la route. Ses compagnons étaient de rester dans le véhicule et de leur position, ils n'ont vu qu'un mouvement soudain dans les buissons avant de la perdre de vue derrière la légère dénivellation de la route. Plus tard, les enquêteurs ont déterminé à partir des marques de traînée et du sol perturbé que l'animal avait franchi la dernière distance depuis une position dissimulée avant d'entrer en contact par derrière. Les preuves indiquaient que la rencontre s'est terminée rapidement. Les marques sur le sol et sur ses vêtements indiquaient que le lion a fait plusieurs tentatives de contact près de son cou pendant la brève lutte. Son matériel photographique déplacé et les déchirures de griffes sur sa veste indiquaient la force du contact initial et où les griffes du lion l'ont frappé. Ses blessures au cou montraient que le lion a mordu pour contrôler dès le début de l'attaque. La séquence exacte à l'intérieur du fourré n'a pas été observée, mais les blessures indiquaient une morsure au cou soutenue, cohérente avec le comportement typique de mise à mort d'un puma. Des marques de traînée ont montré que le puma l'a tiré vers le bas de la pente dans une végétation plus dense par la suite, suivant son modèle habituel de déplacement de la proie vers un terrain couvert avant de se nourrir. Ses compagnons ont appelé le 911 et la répartition a informé les gardes du parc et les agents de la faune. Ils sont restés à l'intérieur du véhicule comme demandé jusqu'à ce que les secours atteignent l'aire de repos, puis ont fourni des déclarations de témoins avant d'être escortés hors de la zone pour leur sécurité. Cependant, l'emplacement éloigné et la tombée de la nuit ont rendu les tentatives de sauvetage immédiates impossibles. Les équipes de recherche ont retrouvé ces restes 2 jours plus tard dans un couvert dense, à environ 70 à 100 mètres en contrebas, où le lion l'avait traîné et caché sous une couche de broussailles et de débris, conformément au comportement alimentaire typique des lions de montagne. L'incident a entraîné une augmentation des patrouilles dans la région et des panneaux d'avertissement supplémentaires informant les visiteurs de l'activité des lions de montagne. Sa famille a été informée par les autorités et l'université a ensuite coordonné un soutien procédural pour les étudiants-chercheurs en faune après l'examen du cas. Les agents de la faune ont suivi le lion confirmé comme responsable et l'ont retiré de la zone, selon les protocoles standards de l'État pour les incidents d'attaque humaine. Les responsables du parc ont également mis à jour les conseils aux visiteurs, encourageant les groupes de 3 ou plus à rester ensemble lorsqu'ils traversent des zones connues à haut risque.
Alors que les pumas rôdent dans les régions sauvages de Californie, un prédateur plus dangereux se cachait derrière des barrières renforcées dans un sanctuaire au Texas. Un agent de sécurité découvrirait bientôt que même les installations les plus sécurisées peuvent échouer pendant les tempêtes violentes. C'était le 22 mars 2017 dans un sanctuaire privé de grands félins dans l'est du Texas. L'installation de 20 hectares abritait des dizaines de tigres et de lions sauvés derrière de multiples systèmes de sécurité. Ce soir-là, un orage violent a apporté des pluies torrentielles et des éclairs qui allaient tester tous les protocoles de sécurité que le sanctuaire avait soigneusement développés au fil des années de fonctionnement. Jude Walker, un agent de sécurité de nuit de 34 ans, avait maintenu un dossier de sécurité impeccable pendant ses 3 années au sein de l'établissement. Ancien officier de la police militaire, Jude a appliqué une discipline méthodique à son travail civil, ce qui lui a valu le respect de ses collègues et de la direction. Son insomnie rendait les quarts de nuit préférables, et il était fier de ne jamais manquer les rondes prévues ou les vérifications de sécurité. Le sanctuaire maintenait généralement une équipe de nuit de 3 personnes, mais 2 gardiens avaient appelé malade avec la grippe, laissant seulement Jude et un gardien de garde surveillant les générateurs de secours alors que la tempête s'intensifiait. Les communications antérieures ont signalé des disjoncteurs déclenchés et des contrôleurs de portail nécessitant des redémarrages fréquents en raison de surtensions affectant l'ensemble du réseau électrique. Le sanctuaire abritait Sacha, un énorme tigre de Sibérie mâle, sauvé d'une opération de cirque en faillite. L'animal vivait dans l'établissement depuis 5 ans, s'adaptant bien aux routines structurées et aux horaires d'alimentation quotidiens. Cependant, le mauvais temps rendait les grands félins agités. Et Sacha se déplaçait anxieusement alors que le tonnerre grondait à travers la campagne texane. Les tigres de Sibérie sont la plus grande sous-espèce de félins vivants, les mâles atteignant 3 mètres de long et pesant entre 210 et 270 kg. Ces prédateurs de sommet possèdent une force incroyable, capable de traîner des proies 2 fois leur poids sur des distances considérables. Leurs griffes rétractables et leurs puissantes canines en font des chasseurs redoutables. Contrairement aux autres grands félins qui tuent par des morsures à la gorge, les tigres utilisent des approches brutales, employant leurs énormes pattes pour asséner des coups dévastateurs avant d'infliger plusieurs morsures. Leurs instincts de chasse restent aiguisés même en captivité, déclenchés par des mouvements soudains ou des menaces perçues sur leur territoire. À 2 heures du matin, Jude a commencé son inspection de périmètre enregistré malgré la détérioration des conditions. Des vents violents avaient abattu des branches d'arbres et des pannes de courant avaient désactivé les systèmes de sécurité dans tout le complexe. En s'approchant des enclos des tigres, sa lampe de poche a révélé des dommages à la clôture en treillis extérieur où une branche de chêne avait plié le matériau de la chaîne. Concentré sur l'évaluation de l'intégrité structurelle, Jude s'est agenouillé près de la clôture, tournant le dos à l'enceinte. Le verrou électronique sécurisant la porte principale de Sacha avait subi une panne critique pendant la tempête. L'inspection après l'incident a révélé que le loquet était mal aligné en raison de dommages causés par la tempête, combiné à une défaillance électrique dans le mécanisme de verrouillage, créant un petit espace par lequel le tigre a pu passer. Le poids du tigre agité contre la porte compromise a fait céder complètement le loquet endommagé, permettant au prédateur de passer de son enclos intérieur à la zone tampon entre les barrières. Ce qui s'est passé ensuite ne peut être reconstruit qu'à partir des preuves matérielles découvertes le lendemain matin. La scène a révélé que Jude avait été attaqué par derrière pendant qu'il examinait les dommages de la clôture. L'analyse médico-légale du site a révélé des traces de traînées dans la boue menant de la clôture extérieure vers l'enclos, indiquant que l'attaque a commencé à la ligne de clôture. Le modèle des blessures a raconté une histoire dévastatrice. Des marques de griffes parallèles et profondes sur les épaules et le dos de Jude ont suggéré que la frappe initiale est venue par derrière. Des lacérations sévères sur ses avant-bras et ses mains indiquaient des tentatives défensives pour se protéger. Les blessures les plus graves étaient concentrées sur son cou et son torse, ce qui correspond au schéma d'attaque typique d'un tigre. Le rapport du médecin légiste, rédigé quelques jours plus tard, documente l'étendue complète du traumatisme. Plusieurs vertèbres ont été écrasées, les principaux vaisseaux sanguins sectionnés et des organes vitaux endommagés par la force écrasante de l'attaque. La combinaison de la perte massive de sang, du traumatisme spinal et des lésions organiques aurait été rapidement fatale. Le bruit de la tempête masquait tous les sons de la lutte et le corps de Jude est resté non découvert jusqu'à l'aube lorsque l'équipe de jour est arrivée pour découvrir la scène horrifique. Le gardien de garde, travaillant dans un bâtiment de générateurs éloigné, n'a rien entendu à cause du tonnerre et du bruit de l'équipement. L'incident a déclenché une enquête complète par les autorités de la faune de l'État et les agences fédérales supervisant les installations pour animaux exotiques. Les responsables du sanctuaire ont mis en œuvre des améliorations de sécurité immédiates et ont révisé les protocoles nécessitant une confirmation de verrouillage à double portail pendant les conditions météorologiques sévères. La famille de Jude a intenté un procès pour décès injustifié qui a été réglé à l'amiable, tandis que l'établissement a été temporairement fermé en attendant des améliorations de sécurité obligatoires.
L'incident a poussé l'établissement à mettre en œuvre des mesures de sécurité supplémentaires liées aux tempêtes, et les inspecteurs régionaux ont par la suite recommandé des améliorations similaires pour d'autres sanctuaires de la région. En passant par des environnements contrôlés et captifs, notre prochaine histoire nous emmène dans la forêt amazonienne, où un biologiste marin a rencontré un jaguar dans ses terrains de chasse naturelle le long des rivières dangereuses du Brésil. C'était le 8 juillet 2015. Au cœur de la forêt amazonienne du Brésil, où un affluent gonflé traversait la dense canopée de la jungle, 3 jours de pluies incessantes avaient transformé la voie navigable en un torrent déchaîné, emportant des débris à une vitesse dangereuse. La station de recherche était située à 198 mètres de la rive, reliée au site d'études par des sentiers étroits disparaissant dans des murs verts impénétrables. Willa Jensen, biologiste marine âgée de 29 ans, était arrivée 18 mois plus tôt, documentant les schémas de migration des poissons pendant la saison des pluies. Son dévouement obsessionnel à la collecte de données lui a valu une reconnaissance académique, mais a également suscité l'inquiétude de ses collègues qui s'inquiétaient de sa tendance à privilégier la recherche au détriment de la sécurité. Deux coéquipiers, un botaniste et un technicien de terrain, lui avaient conseillé de reporter la traversée de la rivière jusqu'à ce que le niveau de l'eau baisse. Les récentes entrées dans le journal de recherche ont documenté des traces fraîches de jaguars et des excréments près des sources d'eau, preuve d'une activité accrue des grands félins alors que les inondations ont concentré la faune le long des couloirs secs restants. Le matin a présenté à Willa une décision critique. Ses points de relevée de frais se trouvaient de l'autre côté du tributaire gonflé, accessible uniquement en traversant un arbre cécropia tombé qui s'étirait de manière précaire au-dessus des eaux tumultueuses. Le tronc massif était tombé lors de récentes tempêtes et servait maintenant de seul pont vers son site de recherche. Les conditions de l'aube entraînaient une faible visibilité, tandis que la faune se concentrait le long des marges de la rivière pour boire et chasser. Les jaguars représentent le prédateur de pointe des forêts tropicales d'Amérique du Sud, se classant comme la 3e plus grande espèce de chat au monde. Ces chasseurs musclés peuvent peser jusqu'à 250 livres et mesurer 6 pieds du nez à la queue. Contrairement aux autres grands félins qui étouffent leur proie avec des morsures à la gorge, les jaguars possèdent la plus forte force de morsure de tous les félins, capables de broyer les carapaces de tortues et les crânes de caïmans. Leur méthode de mise à mort préférée implique une morsure dévastatrice directement à travers le crâne ou la colonne vertébrale. Les jaguars sont des nageurs exceptionnels, à l'aise aussi bien à la chasse sur terre que dans l'eau, ce qui les rend particulièrement dangereux près des systèmes fluviaux. Leur pelage tacheté offre un camouflage parfait dans la lumière tachetée de la jungle. Willa a commencé sa traversée à l'aube, avançant prudemment sur la surface glissante de l'écorce. Son sac de recherche imperméable, pesant 40 livres, a déplacé son centre de gravité alors qu'elle naviguait sur le pont traître. À mi-chemin, des débris flottants ont frappé le tronc, le faisant légèrement rouler et la forçant à se baisser pour garder son équilibre. Le mouvement a troublé l'eau en dessous, attirant l'attention d'un jaguar qui se déplaçait le long de la rive à l'abri des regards. Le jaguar s'est déplacé à travers la végétation riveraine, utilisant la broussaille dense et la montée des eaux pour rester caché, tout en réduisant la distance avec la rive. Alors qu'elle retrouvait son équilibre et se préparait à continuer, le jaguar s'est positionné juste en dessous du point de passage. L'attaque a commencé lorsque le jaguar a surgi de la berge, montant à travers l'eau peu profonde à côté du tronc tombé. Ses pattes avant se sont verrouillées sur ses jambes avec une force soudaine, l'attirant de la surface glissante et dans le torrent en dessous. Les griffes acérées se sont enfoncées profondément dans les jambes et le bas du torse de Willa, alors que le jaguar l'a poussé dans le ruisseau tumultueux. Le sac de recherche pesant 40 livres l'a immédiatement entraîné vers le fond, tandis que l'animal maintenait son emprise. Les jaguars sont de solides nageurs et la montée des eaux a donné un avantage à l'animal alors qu'il tirait Willa vers la rive boueuse où il pouvait avoir une meilleure prise. Ces tentatives pour atteindre la surface ont été contrecarrées par le poids du jaguar et la traction vers le bas de la meute. Une fois dans l'eau peu profonde près de la rive, le jaguar s'est repositionné pour sa morsure mortelle caractéristique. Le jaguar a infligé une morsure écrasante en haut de son dos près de la colonne vertébrale, ce qui est conforme à la méthode de mise à mort typique de l'espèce. Un examen ultérieur a révélé des côtes fracturées, un poumon perforé et des saignements internes importants causés par la force de la morsure. Les résultats médico-légaux ont indiqué des traumatismes internes sévères et une hémorragie rapide qui aurait entraîné une perte de conscience en quelques instants. Le jaguar a maintenu sa prise écrasante jusqu'à ce que tout mouvement cesse, puis a traîné son corps sur la berge boueuse et dans la végétation dense. Ses coéquipiers ont lancé les procédures de recherche lorsqu'elle n'est pas revenue le soir. Les fortes pluies et la montée des niveaux d'eau ont retardé l'effort, et le terrain inondé a limité la distance qu'ils pouvaient parcourir en toute sécurité dans l'obscurité. À la première lumière, le personnel de la station s'est coordonné avec les autorités locales pour organiser une recherche en quadrillage le long des deux côtés du tributaire. Au cours des 3 jours suivants, les équipes ont travaillé à travers une végétation dense et des berges de rivières instables jusqu'à ce qu'elles localisent ces restes partiellement consommés sous un amas de troncs tombés.
où le jaguar avait traîné et dissimulé le corps conformément à son comportement alimentaire typique. Les autorités de la faune brésilienne ont enquêté sur l'incident en interrogeant le personnel et en examinant les journaux de terrain, notant des lacunes dans la communication et la planification de la sécurité lors des conditions d'inondation. La station devait renforcer ses protocoles en ajoutant un système de binôme obligatoire, des points de contrôle programmés et des limites sur le travail de terrain en solo dans les zones avec une activité de jaguar confirmée. Alors que les jaguars dominent les voies navigables d'Amérique du Sud, les vastes savanes d'Afrique abritent un prédateur encore plus redoutable. Le guide de safari Beau Foster allait bientôt découvrir que même les professionnels expérimentés peuvent sous-estimer la puissance de chasse coordonnée d'une troupe de lions. C'était le 14 novembre 2018, dans le parc transfrontalier Kagalagi, au Botswana, où des étendues infinies de sable rouge et des acacias épars créaient des couloirs naturels pour les prédateurs de premier plan d'Afrique. La saison sèche avait atteint son point le plus sévère, rétrécissant les trous d'eau et attirant la faune dans de petites zones d'activité nocturne. Beau Foster avait choisi l'un des emplacements de camping désignés mais non clôturés du parc pour une expédition familiale privée, confiant dans sa capacité à gérer tous les risques présentés par la brousse. Beau, un guide d'aventure de 31 ans avec plus d'une décennie d'expérience, avait dirigé d'innombrables groupes de safari à travers l'Afrique australe. Son bilan était impeccable, ses clients le louaient et il était habitué à naviguer avec une précision calme dans des terrains dangereux. Cette confiance, cependant, s'était transformée en un sentiment tranquille d'invulnérabilité. Sa femme et ses 2 jeunes enfants, l'accompagnant pour la première fois dans un voyage aussi éloigné, faisaient confiance à son jugement de manière totale. Plus tôt cet après-midi-là, le personnel du parc a mené une réunion d'information de routine en soulignant des règles strictes: rester à l'intérieur des tentes et des véhicules après la tombée de la nuit, éviter les bruits forts et garder la nourriture scellée. Beau connaissait les règles par cœur et avait déjà donné les mêmes avertissements aux touristes plusieurs fois, mais la familiarité avait émoussé leur urgence. La famille Foster installa leur petit camp dans une clairière bordée de broussailles à hauteur de genoux. Leur tente se dressait au centre avec leurs véhicules garés sur le côté. Vers le crépuscule, la température a chuté brusquement et les sons de la nuit du Kalahari ont pris le relais. Des rugissements lointains, des grognements doux et les appels rythmiques des oiseaux nocturnes. Le paysage semblait vaste et vivant, mais trompeusement calme. Les lions africains sont les seuls grands félins véritablement sociaux, formant des groupes familiaux appelés clans. Les femelles, ou lionnes, font la plupart de la chasse et sont capables d'opérer en coopération lorsqu'elles ciblent des animaux de troupeau. Cependant, la plupart des rencontres humaines impliquent seulement 1 ou 2 individus agissant de manière indépendante. Les lionnes peuvent peser près de 300 à 400 livres et comptent sur des rafales de vitesse courte et explosives et de puissantes pattes avant pour maîtriser leur proie. Leur chasse atteint son apogée la nuit lorsque l'obscurité offre une couverture fiable. Vers minuit, Beau s'est réveillé au léger bruit de branches craquant quelque part au-delà de la tente. Au début, il l'a rejeté comme étant le vent qui change ou des antilopes en train de paître, mais un autre pas plus lourd a suivi. Puis, un lent bruit de brossage se déplaça autour du périmètre de la clairière. La faune du Kalahari était toujours active après la tombée de la nuit, mais ce bruit semblait délibéré. Un petit groupe de 3 lionnes avait suivi des proies en migration le long d'un lit de rivière asséché. Leur itinéraire les amena près du campement où les odeurs persistantes, la nourriture, le feu et la présence humaine attirèrent leur attention. Les lionnes se sont arrêtées dans les broussailles, évaluant la situation. 2 sont restées plus profondément dans la végétation, tandis qu'une s'est rapprochée pour enquêter sur le mouvement qu'elle avait perçu depuis la tente. À l'intérieur, Beau écoutait. Ses instincts de guide lui disèrent de rester sur place, mais des années à gérer des rencontres dangereuses lui avaient redonné une confiance déplacée qu'il pouvait lire le comportement des lions suffisamment bien pour les effrayer. Ne voulant pas alarmer sa famille endormie, il a ouvert la tente en silence et est sorti dans l'obscurité presque totale, ne portant qu'une petite lampe de poche. Le faisceau éclairait une lionne accroupie à environ 6 mètres. Elle s'immobilisa, les yeux reflétant le cône étroit de lumière. Les 2 autres lionnes restèrent en arrière, invisibles, mais confirmées plus tard par les traces laissées dans le sable. Dès que Beau fit un pas en avant, la lionne réagit. Elle réduisit la distance en une courte rafale, frappant avec suffisamment de force pour le déséquilibrer. Des preuves ont ensuite montré des lacérations profondes sur le haut de son corps causées par des griffes et un traumatisme écrasant au point de contact. L'attaque a été rapide, typique d'une lionne réagissant à une menace perçue à courte distance. Beau a tenté de se relever, mais la lionne a maintenu la pression, le maîtrisant en quelques secondes. Les blessures révélaient une combinaison de griffures et de morsures cohérentes avec une seule lionne agissant seule. Les 2 autres lionnes sont restées le long de la ligne de végétation et ne se sont pas engagées physiquement.
Les traces ont confirmé qu'ils ont maintenu la distance pendant la brève lutte. Les campeurs à proximité ont plus tard rapporté avoir entendu des sons de détresse, mais n'étaient pas sûrs de ce qui s'était passé jusqu'au matin. À l'intérieur de la tente, la famille de Beau est restée figée sur place, ayant peur de faire du bruit ou d'ouvrir la tente avec des lions encore dans la région. Quand la lionne s'est relâchée et s'est éloignée, elle est retournée à la couverture des broussailles, laissant à nouveau la clairière silencieuse. Les Rangers ont répondu à l'aube après avoir reçu des rapports radio d'autres campeurs qui ont entendu des appels à l'aide, mais qui n'ont pas pu s'approcher en toute sécurité pendant la nuit. Ils ont trouvé Beau près du bord de la clairière et des traces indiquaient que la lionne s'était retirée peu de temps après la confrontation. Le médecin légiste a documenté un traumatisme important compatible avec une attaque de lion et une perte de sang rapide. La scène a confirmé qu'une seule lionne avait eu un contact physique tandis que les deux autres restaient en périphérie. À la suite de l'incident, le personnel du parc a révisé les procédures de sécurité nocturne. Ils ont ajouté des contrôles radio obligatoires pour les campeurs sur les sites non clôturés et ont augmenté les patrouilles du soir pendant la saison sèche, période de pic de déplacement de la faune. L'affaire a été intégrée à la formation mise à jour sur la sécurité des safaris, soulignant que même les professionnels expérimentés peuvent mal évaluer l'imprévisibilité des prédateurs nocturnes. Des chasseurs en meute d'Afrique coordonnée, notre dernière histoire se déplace vers la nature sauvage des montagnes d'Amérique du Nord, où un instructeur de survie ferait face à un type de prédateur entièrement différent, poussé au désespoir par la dure étreinte de l'hiver sur les montagnes Cascades. C'était le 18 janvier 2018 dans les montagnes enneigées des Cascades dans l'État de Washington, où 3 pieds de poudreuse fraîche et des températures en dessous de zéro avaient transformé le paysage en un désert gelé. L'hiver rigoureux avait poussé la plupart des animaux sauvages vers des altitudes plus basses, créant une compétition désespérée pour les sources de nourriture restantes. Cléo Matisse s'était aventurée dans cet environnement impitoyable dans le cadre d'un cours avancé de formation à la survie en hiver. Cléo Matisse, une instructrice de survie en plein air de 28 ans, s'était forgé une réputation en terminant les exercices de survie en milieu sauvage les plus difficiles que d'autres avaient abandonnés. Sa nature compétitive et son passé militaire l'ont poussée à exceller là où d'autres échouaient. Elle participait à un programme de certification d'hiver d'1 semaine, se terminant par un défi en solo de 48 heures où les participants devaient construire un abri et trouver de la nourriture en utilisant uniquement des outils de base. Le responsable du cours restait au camp de base, surveillant les conditions et maintenant le contact radio. Lors du briefing, elle avait mentionné une augmentation des signalements de cougars le long des drainages de basse altitude, car un hiver rigoureux avait forcé ses prédateurs à étendre leur territoire de chasse. Cléo suivait des pistes de lapins dans la neige profonde depuis des heures, empruntant les chemins complexes que les petits mammifères avaient sculptés à travers la forêt. La température était tombée à 5 degrés Fahrenheit et elle était sans nourriture depuis 36 heures. Son plan consistait à placer des collets en fil métallique à des endroits stratégiques le long des pistes de lapins actives. Les cougars sont les grands félins les plus adaptables d'Amérique du Nord, survivant dans des environnements divers, allant des forêts tropicales aux montagnes enneigées. Ces chasseurs solitaires pèsent généralement entre 80 et 200 livres. Les conditions hivernales créent un stress extrême lorsque les proies principales se font rares et que la concurrence s'intensifie. Les pumas désespérés prennent plus de risques et chassent de plus agressivement, traquant parfois leur proie pendant des heures. Leur stratégie repose sur la furtivité et la patience, utilisant des couvertures naturelles avant de livrer des attaques d'embuscade dévastatrices par derrière, ciblant le cou avec des morsures suffocantes. Alors que Cléo s'agenouillait à côté d'une bûche tombée en examinant des crottes de lapin fraîches, une femelle cougar de 50 kg avançait sur le même sentier, réduisant progressivement la distance à mesure que leur chemin convergeait. Les traces ont ensuite indiqué que le cougar avait voyagé dans ce drainage pendant plusieurs jours, luttant probablement pour attraper une proie dans les conditions hivernales difficiles. Utilisant le couvert forestier épais et le terrain accidenté, l'animal est resté caché en se rapprochant de la position de Cléo. La dense forêt de pins offrait un excellent camouflage, avec des branches chargées de neige créant des écrans naturels qui masquaient l'approche du cougar. Alors que Cléo était concentrée sur la position de son piège à fil, le cougar s'est approché à 30 pieds, se déplaçant silencieusement à travers la neige profonde derrière de gros troncs d'arbres. L'attaque est survenue sans avertissement. Le cougar a surgi soudainement de derrière un pin couvert de neige et a franchi la courte distance en une rapide poussée, atterrissant sur le haut du dos de Cléo avec suffisamment de force pour la projeter en avant dans la neige. L'impact a projeté Cléo face la première dans la neige poudreuse profonde, tandis que les griffes du cougar s'enfonçaient immédiatement à travers les vêtements d'hiver épais dans les couches en dessous. L'impact a coupé le souffle de Cléo et a enfoncé son visage profondément dans la neige lâche, créant une situation dangereuse alors que la poudre remplissait son nez et sa bouche. Ses griffes ont déchiré plusieurs couches de vêtements d'hiver, causant des blessures profondes le long de son dos et de ses épaules. Contrairement aux attaques typiques de puma qui reposent sur une morsure précise au cou, l'état affaibli du puma et le stress hivernal ont rendu la rencontre chaotique, entraînant de multiples blessures alors qu'il essayait de maintenir sa prise à travers ses lourdes couches d'hiver. Les tentatives de défense de Cléo ont été entravées par sa position face contre terre dans la neige profonde et le poids du puma appuyant sur son dos.
Chaque fois qu'elle essayait de lever la tête pour respirer, de la poudreuse lui remplissait les voies respiratoires, tandis que la lutte causait des blessures supplémentaires alors que le chat tentait de se repositionner et de maintenir sa prise dans la neige profonde. La combinaison de traumatismes sévères, de l'attaque et de respiration difficile à cause d'une immobilisation face contre terre dans la neige profonde et d'une température corporelle chutant rapidement a fait que son état s'est rapidement détérioré. Elle a perdu connaissance en quelques instants à cause des blessures et de la respiration restreinte et elle ne s'est pas rétablie. Quand Cléo n'a pas fait ses vérifications radio prévues, les équipes de recherche ont été déployées malgré l'aggravation des conditions météorologiques. De fortes chutes de neige ont ralenti les progrès et des congères profondes ont limité la visibilité, forçant les équipes à avancer prudemment le long des routes de drainage et des chemins connus des animaux. Après plusieurs jours de recherche, des pisteurs ont suivi des traces de cougars à travers une série de puces d'arbres et ont localisé ces restes partiellement recouverts de branches et de neige, ce qui est conforme au comportement typique de mise en cache. L'incident a entraîné un examen approfondi des protocoles de survie en hiver, aboutissant à des exigences de suivi GPS et à des contrôles fréquents lors d'exercices en solo. La famille de Cléo a créé une fondation pour promouvoir des mesures de sécurité améliorées en milieu sauvage. Merci de regarder. Vous voulez en voir plus? Cliquez sur votre écran maintenant.